à tous et bienvenue dans le 12-45. Voici les titres de ce mardi 14 octobre. 17 milliards d'euros, c'est ce que coûtent à la France les embouteillages. En cause bien sûr les heures de travail perdues, le carburant gaspillé, une saturation du trafic qui devrait nous coûter encore plus cher à l'avenir. Un acte de vengeance au cœur d'un procès aux assises de Paris aujourd'hui. Un homme accusé de tentative d'assassinat. En 2012, il avait aspergé d'essence un couple de restaurateurs brûlés au 3e degré. Combien de chaussures achetez-vous? Réponse, 5 paires par an et par habitant en moyenne. Les Français qui sont de plus en plus nombreux à recycler leurs vieux souliers. Un trésor viking inestimable découvert en Écosse. Un homme d'affaires passionné de détecteurs de métaux a ainsi trouvé, à moins d'un mètre sous terre, une centaine d'objets datant des 9e et 10e siècles. Enfin du cinéma, avec la sortie demain de Samba, c'est le retour du trio gagnant d'Intouchables, Omar Sy et les deux réalisateurs, Éric Toledano et Olivier Nakache, une comédie sociale et romantique avec Charlotte Gainsbourg. Les embouteillages coûtent donc 46 millions d'euros par jour à la France. Un chiffre exorbitant qui cumule notamment le carburant gaspillé et les heures de travail perdues sans compter votre stress. La saturation du trafic pèse lourdement sur l'économie et pourrait finir par nous coûter très cher. Peggy Lionneau, Jean-Claude Frédier et Franck Georgel. 17 milliards d'euros, c'est la facture annuelle des embouteillages en France. Le chiffre donne le tournis. Chaque jour, ce sont donc 46 millions d'euros qui partent en fumée. L'étude réalisée par un fournisseur d'infotrafic a mis bout à bout les coûts directs et indirects des bouchons sur l'économie. Ça se calcule à partir de coûts directs. Ce qu'on appelle les coûts directs, c'est le temps que vous allez perdre dans votre véhicule où vous allez gaspiller de l'essence. D'autres coûts, les coûts indirects, c'est les coûts qui sont liés directement au milieu des affaires. Mon livreur qui est bloqué dans les bouchons et qui a perdu 1 heure dans les bouchons, je l'ai payé pendant 1 heure sans être productif pour l'entreprise. Pour tenter de réduire ces bouchons, les villes prennent des initiatives. À Paris, la baisse de la vitesse limite sur le périphérique de 80 à 70 km/h aurait permis de réduire les embouteillages de 36%. Quant à Grenoble, une voie est réservée aux bus sur l'autoroute A48, permettant aux voyageurs de gagner jusqu'à une demi-heure de temps de parcours. Enfin, de nombreuses communes n'hésitent plus à lancer leur propre site internet de covoiturage, ce qui permet de diminuer le nombre de véhicules en circulation. Des solutions dont les automobilistes ne peuvent pas toujours profiter, alors chacun sa méthode pour patienter une fois coincé dans la circulation. Ça peut m'agacer, après voilà, je sais que c'est comme ça, donc je prends mon mal en patience. Je suis contente d'écouter de la musique à la radio. Faut partir plus tôt et être vif sur la route. Dans l'avenir, il faudra sûrement attendre l'avènement des voitures autonomes capables de conduire seules. En file indienne, elles éviteront l'effet accordéon, source d'embouteillage. Selon l'université de Columbia, ces autos du futur permettront même de tripler la capacité d'accueil de nos routes. Les embouteillages coûtent cher, mais les péages d'autoroute aussi. Et voici ce que propose Ségolène Royal. Je souhaite une baisse de 10% des tarifs autoroutiers et une gratuité le week-end. La phrase n'est pas passée inaperçue alors que Manuel Valls recevait ce matin les patrons de sociétés d'autoroute et le Premier ministre de temporiser. Cette gratuité le week-end est difficilement envisageable. Il souhaite en revanche trouver un accord profitable à tous dans ce domaine. La route plus meurtrière le mois dernier, la mortalité a augmenté d'1,3% par rapport à septembre 2013, avec 316 personnes tuées. Une hausse qui contraste avec le record de l'été 2014, le moins meurtrier jamais enregistré. La sécurité routière a lancé un appel à la vigilance à l'approche des vacances de la Toussaint. Aspergé d'essence, brûlé au 3e degré, c'est le drame vécu en 2012 par un couple de restaurateurs parisiens. Le procès aux assises du principal suspect s'ouvre aujourd'hui à Paris. Il comparaît pour tentative d'assassinat. Au cœur de cette affaire, un acte de vengeance. Marc Guéring, Simon Lenormand et Laurie-Emilia Desorgues. Qu'il soit condamné le plus longtemps possible. Nacera demande justice. Elle qui ne parle que le visage caché pour ne pas montrer à quel point il est abîmé par les brûlures. Son mari Ismaïl, lui, se déplace avec une béquille. Il a passé 6 mois en fauteuil roulant, perdu l'usage d'un œil et la moitié de ses capacités auditives. Ce 17 février 2012, vers 20h30, un homme cagoulé entre dans leur café dans le 14e arrondissement de Paris. Il tient un bidon d'essence et se jette sur le couple. Il les asperge puis allume le feu sous les yeux horrifiés des clients. Ismaïl et Nacera sont brûlés à plus de 50%. Leur vie est brisée. Je ne savais pas dormir. La souffrance du quotidien, voilà. Et de temps en temps, je vais me suicider, quoi. Je suis plus rien, quoi. J'étais un battant. Je travaillais 7 sur 7, 17 heures par jour.
Et dans le 14e, je connais tout le monde me connaît. Et voilà, mon destin, voilà. Leur agresseur présumé est rapidement arrêté. Il s'agit du frère d'une ex-petite amie de l'un de leurs fils. Leur fils avait agressé à coups de couteau la jeune fille quelques mois plus tôt. Son frère cherchait à se venger en voulant brûler le café. Arrivé sur place, la situation lui aurait échappé selon son avocat. Il avait bu 2 litres de bière, il était sous médicaments, sous tranquillisants. Visiblement, il n'a absolument pas mesuré l'impact de ce qu'il allait faire. Le verdict sera rendu vendredi. L'accusé de 39 ans encourt jusqu'à 30 ans de prison. Le cyclone Gonzalo a balayé une partie des Antilles la nuit dernière. Après avoir épargné la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy ont subi des rafales de vent de plus de 150 km/h. Des vents violents, comme en témoignent ces images filmées par un amateur. 3 personnes sont toujours portées disparues en mer. Les infirmiers en première ligne face au virus Ebola. Un syndicat d'infirmiers dénonce, je cite, l'omerta des pouvoirs publics en France et le manque d'informations, alors que le gouvernement vient de lancer un numéro vert gratuit à l'attention du public, le 0800 13 00 00. Rassurer, expliquer ce qu'est le virus. Marisol Touraine s'est rendue ce matin dans le centre d'appel. Écoutez la ministre de la Santé. Tout doit être dit, la formation juste au bon moment, savoir ce que sont les conseils de comportement, les risques qui existent et ceux qui n'existent pas. Et de ce point de vue, j'ai souhaité répondre aux attentes de l'opinion publique qui se pose légitimement des questions et qui doit pouvoir trouver des réponses. Et un malade d'Ebola hospitalisé en Allemagne depuis jeudi dernier, mort la nuit dernière à Leipzig. Ce collaborateur de l'ONU avait contracté le virus au Libéria. Enfin, sachez que dans l'affaire du décès d'une patiente à la maternité d'Orthez, l'anesthésiste belge a reconnu ce matin avoir bu le soir des faits. Déclaration faite lors d'une audience à Pau où elle a demandé sa remise en liberté. La décision sera rendue jeudi matin. Je vous rappelle que l'anesthésiste avait été mise en examen le 2 octobre après la mort d'une jeune femme de 28 ans lors d'un accouchement par césarienne sous anesthésie générale qui a viré au drame. On en vient à l'inquiétante progression des déserts médicaux. Près de Maubeuge, le départ à la retraite de 4 généralistes est vécu comme un drame par les habitants. Et pour cause, ils n'ont pas réussi à trouver de successeurs. Reportage à Rouzy de Stéphane Bruyé et Samuel Duhamel. Manifestons contre le désert médical. La pancarte est affichée bien haut sur la devanture du cabinet du docteur Paul Duvau. Ça va. Et quand vous toussez, vous n'avez pas mal? Depuis quelques mois, 3 médecins du secteur ont cessé leur activité. Aucun d'entre eux n'a été remplacé. La faute à un déficit d'attractivité de Maubeuge et de ses environs. La région est peut-être loin des grands centres, mais une fois qu'on s'est établi, on s'attache aux gens qu'on soigne, puis après tout, on est là pour soigner. Alors, qu'est-ce qui vient? Un discours qui n'a pas convaincu les jeunes médecins qu'elle a rencontrés. À quelques jours de la retraite, elle n'a toujours pas trouvé de remplaçant. Ses patients oscillent entre inquiétude et colère. J'aimerais bien qu'un jeune médecin vienne s'installer pour la population de Rouzy et des environs. Je ne comprends pas pourquoi on ne vient pas dans le Nord. C'est une région comme les autres, quoi. Ce jour-là, le docteur Paul Duvau effectue l'une de ses dernières visites à domicile. Vous n'avez pas de palpitations? Une manière de dire au revoir à l'un de ses patients les plus anciens. Je garderai un bon souvenir de vous. Et moi, je vous souhaite une bonne retraite. Avec d'autres médecins, elle a rencontré une entreprise belge chargée de fournir des praticiens étrangers à des régions touchées par la désertification médicale. Aujourd'hui, on a placé environ 1350 personnes qui toutes proviennent d'autres pays européens. Une proposition qu'elle n'a finalement pas acceptée. Ils ont parlé de foire, c'est presque la foire aux médecins maintenant, médecins étrangers, et puis on va aller piquer là dans le stock des médecins que les autres pays ont formés pour en avoir en France. Pour lutter contre les déserts médicaux, le docteur Paul Duvau souhaite notamment une augmentation du nombre de médecins formés chaque année en France. Nicolas Sarkozy a-t-il réussi son retour en politique? Non, selon les sondages. La cote de popularité de l'ancien président de la République a même chuté de 9 points pour s'établir à 31% d'opinion favorable, son plus bas niveau depuis 2012. Et chose exceptionnelle, c'est une première au sein même des sympathisants UMP. Alain Juppé devance Nicolas Sarkozy, 76% contre 71%. Rappelons que Nicolas Sarkozy brigue la présidence du parti de droite. Élection le mois prochain.
La mobilisation des entreprises du BTP, bâtiments et travaux publics. Une manifestation nationale est prévue cet après-midi à Paris, mais ce matin déjà, ils étaient nombreux un peu partout en France, comme ici à Nice. Geste symbolique, ils ont posé leur casque sur le sol devant de faux cercueils pour dénoncer une crise sans précédent dans leur secteur. La baisse des commandes publiques pourrait leur coûter 60 000 emplois. Écoutez. C'est vrai que le BTP est une filière qui dépend relativement beaucoup de la commande publique et c'est absolument dramatique. Les financements publics sont en perdition et on ne voit pas ce qui va changer dans les mois à venir. Et donc aujourd'hui, c'est un peu le cri du désespoir que vous voyez ici. Et en 7 ans, le secteur du BTP, dont le chiffre d'affaires a chuté de 25%, a déjà perdu 30 000 emplois, selon la Fédération nationale des travaux publics. Voilà un secteur qui commence à décoller, celui du recyclage des chaussures. Les chaussures, on en achète en moyenne 5 paires par an et par habitant. 3% sont aujourd'hui recyclés ou revalorisés, un chiffre qui augmente doucement. Frédéric Badard, Olivier Espitart et Hélène Camille. 327 millions, c'est le nombre de paires de chaussures vendues en France en 2013. Les Français comptent parmi les plus grands consommateurs de chaussures au monde, mais sont moins bons élèves dès qu'il s'agit de recyclage. 97% de nos vieux souliers sont jetés avec les ordures ménagères. Pourtant, une seconde vie est possible. Et là, vous avez les chaussures, ça c'est essentiellement du textile. Dans ces bennes, le relais récolte chaque année près de 90 000 tonnes de textiles et chaussures, des dons qui vont être revalorisés. Dans cet entrepôt de Soissons, les chaussures sont triées. En bon état, elles seront revendues en France dans des magasins solidaires ou à l'export en Afrique ou en Asie. Mais pour 15% d'entre elles, il y a une part de ces chaussures qu'on ne sait pas valoriser en tant que chaussures et qui va repartir en combustible. C'est ce qu'il y a dans ce bac-là. Donc on va y retrouver en effet des chaussures vraiment trop abîmées pour être vendues et qui vont être broyées et qui vont faire du combustible. Car le problème des chaussures, c'est le mélange des matières qui rend difficile le recyclage. Le caoutchouc a de l'intérêt, le cuir a de l'intérêt, mais tout ça est aggloméré dans une matière composite qui est difficile de séparer en fait. La revalorisation solidaire reste donc pour l'instant le principal débouché, mais elle n'est pas réservée qu'aux entreprises spécialisées. Depuis 4 ans, ce commerçant de chaussures sur Internet agit à sa façon. Avec l'opération Paire Solidaire, contre un bon d'achat, les clients sont invités à renvoyer leurs vieilles chaussures destinées à une association humanitaire. On travaille avec l'association Soul for Soul, qui est spécialisée en fait dans les lendemains de catastrophes naturelles. Ces chaussures envoyées par nos internautes arrivent finalement aux pieds d'Américains, d'Haïtiens. En juin, 6 000 paires de chaussures ont ainsi été collectées, recyclées, revalorisées pour donner du sens à un joli pied de nez à la société de consommation. Les Français sont plutôt fidèles aux marques lorsqu'ils effectuent leurs achats. Pourtant, les consommateurs zappeurs sont aussi de plus en plus nombreux car les habitudes de consommation évoluent. Alors, dans quel secteur sommes-nous les plus fidèles ? Eh bien, dans celui de la banque et des assurances, ainsi qu'envers les fournisseurs d'énergie et d'accès à Internet. À l'inverse, l'habillement, la grande distribution et les produits culturels affichent les taux de fidélité les plus faibles. Résultat, moins de la moitié des Français se dit encore fidèles aux marques. À l'inverse, 37% sont des consommateurs zappeurs qui comparent les prix avant d'acheter et privilégient les offres sans engagement. Alors comment expliquer ce changement de comportement ? Eh bien les consommateurs reprochent avant tout aux marques leur manque de compétitivité, mais aussi de ne pas assez tenir compte de leur avis ou encore de mal récompenser leur fidélité. Mais attention, si les marques doivent s'adapter pour fidéliser, elles ne doivent pas non plus aller trop loin. Géolocalisation, accès aux données personnelles sur les réseaux sociaux, 68% des consommateurs se sentent en effet traqués par les enseignes. Et pour plus d'informations sur ce sujet, rendez-vous sur notre application M6 Info, rubrique Connect. Je vous le disais en titre, un trésor inestimable portant la signature des Vikings vient d'être retrouvé au sud-ouest de l'Écosse. Une centaine d'objets datant des 9e et 10e siècles. Ils viennent de toute l'Europe, sans doute le fruit d'un pillage. C'est grâce à un homme d'affaires passionné de détecteurs de métaux que ce trésor a été découvert. Le récit de Pauline Bensassi. Conquérants et sanguinaires. Dans l'imaginaire collectif, les Vikings sont des brutes adeptes de pillage. Une réputation peu flatteuse, en partie justifiée. La preuve,
avec ce trésor découvert dans le comté de Dumfries en Écosse. C'est une découverte de portée internationale, entre autres parce que le trésor est composé d'objets venus de toute l'Europe. Il y a des amulettes d'Irlande, des bijoux de Scandinavie et des perles de verre d'Europe centrale. En tout, une centaine d'objets ont été retrouvés par Derek McLennan. C'est grâce à son détecteur de métaux que cet homme d'affaires à la retraite a repéré ce trésor datant du 9e ou du 10e siècle, enfoui à seulement 60 cm de profondeur. Ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve dans tous les champs, c'est sûr. Ce que cela nous apprend sur notre passé, sur notre culture, notre histoire nationale est d'une importance capitale. La pièce maîtresse de ce trésor est ce vase en argent. Vieux de 1200 ans, il pourrait valoir à lui seul 250 000 €. Pour l'heure, pas question de l'ouvrir, cela risquerait d'abîmer son potentiel contenu. Les scientifiques vont donc d'abord l'étudier au rayon X, comme cette statuette tibétaine. Alors peut-être, telle une poupée gigogne, ce vase révélera une autre merveille. Tous ces objets sont désormais la propriété de la couronne britannique. Derek McLennan lui touchera une indemnité calculée en fonction de la valeur estimée du trésor viking, près d'1 million €. Une partie des côtes du parc national des Calanques est touchée par une pollution à la paraffine, un produit dérivé du pétrole qui reste solide à température ambiante. La pollution s'étend sur 3 km, notamment à Sormiou, situé sur la commune de Marseille. Cela est sans conséquence sur la faune et l'environnement marin d'après les experts, mais elle est choquante dans cette zone préservée. L'origine de la paraffine n'a pas pu être déterminée. L'environnement marin, justement, un spectacle exceptionnel. Avant-hier, un plaisancier rejoignait le Touquet dans le nord de la France lorsqu'il a croisé un banc de dauphins. Près d'une centaine de dauphins, du jamais vu. Heureusement, l'homme a eu le réflexe d'immortaliser cet instant magique. Samuel Duhamel, Nils Brunelli et Irène Candel. Ces images ont été filmées par un plaisancier parti faire une balade en mer dimanche dernier. Un dauphin, puis deux, puis tout un banc de mammifères est venu nager autour de son bateau. À quelques mètres à peine, l'homme a pu saisir des seaux, parfois de plusieurs mètres de haut. Loin de la mer et de son bateau, il nous raconte son aventure. Quand on voit un aileron aussi important que ça, et qu'on les voit arriver, et c'est des bêtes qui font quand même à peu près 3,50 m de long, c'est vrai qu'il y avait un gros stress, parce que je ne savais pas vraiment s'ils sont dangereux, s'ils ne sont pas dangereux. Pas du tout, en fait, ils ont tourné autour de moi, ils passaient devant, derrière, ils me dépassaient, ils s'amusaient avec moi, en fait. J'étais peut-être un poisson comme un autre, quoi. Expérimenté et surtout habitué à la zone dans laquelle il navigue fréquemment, à bord de son petit voilier, le Poussin, Patrice Maillard n'avait pourtant jamais rencontré de cétacés. Au centre nautique du Touquet, son port d'attache, il est le premier marin à croiser la route d'un banc d'une centaine de dauphins. Un rassemblement de dauphins au large du Touquet et avec un si grand groupe, c'est la première fois que j'entends parler de cela. La population de dauphins dans la Manche est estimée entre 300 et 400 individus. D'ordinaire observés entre la baie de Saint-Brieuc et la baie de Seine, c'est la première fois que leur présence est relevée aussi haut. Les mers se réchauffent, il n'y a pas que des espèces différentes de dauphins qui apparaissent dans les mers là où normalement ils n'ont jamais été vus. Il y a aussi du requin, il y a aussi du poisson. Il y a des requins en Méditerranée maintenant qu'on n'a jamais été vus avant. Patrice Maillard, en tout cas, n'est pas prêt d'oublier sa rencontre avec les dauphins. Un moment de grâce et de légèreté. C'est la femme la plus sexy du monde cette année, Penélope Cruz, un titre très envié, décerné par le magazine américain Esquire à l'actrice espagnole de 40 ans, compagne de l'acteur Javier Bardem et maman de 2 enfants. Penélope Cruz succède à Scarlett Johansson. Du cinéma avec le retour très attendu du trio gagnant d'Intouchables, Omar Sy et les 2 réalisateurs, Eric Toledano et Olivier Nakache. Après le handicap et la banlieue, leur nouveau film Samba réussit une nouvelle fois à nous émouvoir et nous faire rire avec un sujet délicat, les sans-papiers. Une comédie sociale et romantique avec Charlotte Gainsbourg et Isia Higelin. Reportage Stéphane Breuillet et Bertrand Naud. Dans la peau d'un immigré sénégalais, Omar Sy est Samba, sans papier mais pas sans travail, tout comme son pote incarné par Tahar Rahim. T'es chaud lapin, toi. Non, arrête, non, c'est pas chaud lapin. Non, c'est pas lapin, non. Pour les aider sur leur chemin, ils peuvent compter sur 2 bénévoles incarnés par Isia Higelin et Charlotte Gainsbourg. Merci Alice pour tout ce que vous faites pour moi. Merci beaucoup. C'est bien, je t'attache pas. T'as bien compris l'histoire de la distance, là. Ta gueule. T'es franche, c'est cool. Je sais, mais ta gueule quand même. 3 ans après l'incroyable succès d'Intouchables, 3e au box-office français de tous les temps, Eric Toledano et Olivier Nakache offrent cette fois à Omar Sy comme ça, là. Un rôle tout en tendresse.
faut pas arrêter de parler, là. On a eu cette envie de comédie romantique, on a eu cette envie de comédie sociale, on avait envie de voir Omar touchant et on avait envie de le voir embrasser Charlotte Gainsbourg. Le problème, c'est que l'acteur n'arrive pas à garder son sérieux pendant ces scènes romantiques. Ça, pour moi, c'est des cascades, mec. C'est des cascades. Je suis pas à l'aise du tout avec ça. Je suis pudique, je suis plein de trucs qui font que je suis pas du tout à l'aise. Omar Sy est beaucoup plus à l'aise quand il s'agit de faire le show, comme ici à Lille. D'ailleurs, il n'est pas le seul. Tahar il multiplie les déhanchés spécialement appris pour son rôle de sans-papier brésilien. Non, mais qu'est-ce que tu fais là? Arrête! C'est fini, Coca, là, terminé. Retournez travailler, c'est fini. L'opération séduction fonctionne dans le film, mais aussi auprès des premiers spectateurs. Excellent. C'est un très beau film. Ça fait du bien. Très émouvant et très drôle à la fois. Alors Samba réussira-t-il à conquérir le cœur de la France entière? Il a en tout cas conquis le nôtre. Le cinéma également à l'honneur hier soir à Lyon avec le lancement du festival Lumière consacré aux films classiques. Lors de la cérémonie d'ouverture, un vibrant hommage a été rendu à l'invité d'honneur, Faye Dunaway, 73 ans. Très émue, l'actrice américaine, comme vous le voyez. Un de ses films, Bonnie and Clyde, a ensuite été projeté devant une pléiade d'acteurs et d'actrices. 140 films ou documentaires seront proposés tout au long de la semaine. Jay-Z et Beyoncé en photo à l'intérieur du Louvre. Des enfants qui n'aiment pas le caviar et un drone attaqué par un aigle. C'est la Minute Web d'Éléonore Merlin. Les drones pourraient bientôt nous livrer nos colis, mais a-t-on pensé à ça? Ce faucon du Massachusetts a visiblement pris ce drone piloté par un Américain pour une proie, ne lui laissant aucune chance. Les plus jeunes sont-ils vraiment faits pour le steak haché purée ou sont-ils capables d'apprécier les mets les plus fins? Le site internet du New York Times a décidé d'en avoir le cœur net en invitant 6 écoliers dans un restaurant étoilé de New York. Résultat, les enfants sont mitigés pour l'entrée au homard, carrément dégoûtés par le caviar. Heureusement, il y a du steak et surtout des madeleines au citron. Délicieux. Moins adepte de la simplicité, le couple star Jay-Z et Beyoncé. Sur leur blog, des clichés de leur visite du Louvre avec leur fille la semaine dernière. Entre rires et câlins, voilà de quoi couper court aux rumeurs de leur séparation, avec ces images d'une famille unie qui en fait tout de même un peu trop pour la photo. C'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Prochain rendez-vous avec l'information ce soir, le 19h45 avec Xavier Demoulin. Je vous retrouverai demain dans le 12h45. Bon après-midi à tous sur M6. Vos questions et vos réactions sur notre site et notre application M6 Info.